La troisième étape consiste à ajouter les inventaires et les données associées. Les inventaires correspondent aux produits en cours. Ces produits en attente de traitement reflètent un engorgement du processus et sont des gaspillages. Par exemple, le café avant qu'il soit infusé à la brûlerie correspond à un inventaire qu'on veut traiter, mais qui est pour le moment en attente. Les inventaires sont représentés par l'icône d'un triangle avec un I majuscule à l'intérieur. Ce triangle symbolise une pierre tombale pour indiquer que le stock est mort. Vous verrez parfois aussi littéralement des symboles en forme de pierre tombale dans certaines cartographies. Les informations liées à ces inventaires doivent être inscrites au-dessus et sous l'icône. Leur identification est importante car elle aide à évaluer la quantité de produits en attente et les coûts liés. Selon le focus de notre projet, on pourra donner simplement la moyenne ou ajouter le minimum ou le maximum. Comme les niveaux d'encours peuvent varier selon l'heure de la journée, le jour de la semaine, la saison de l'année, on peut également séparer les niveaux selon les périodes. Par exemple, 10 unités en moyenne pendant les périodes de pointe et 2 unités en moyenne pendant les autres périodes. On pourrait également préciser des types de matières premières en stock et les quantités si c'est pertinent pour le projet. La section des inventaires doit également être documentée à l'aide de différentes informations telles que la durée de séjour moyenne dans le stock pour déterminer le temps de production, c'est-à-dire le temps qui se passe entre le moment de la commande et la livraison au client. La valeur des stocks en termes de prix coûtant ou de produits finis peut être une information importante, surtout s'il y a des risques que les produits se perdent ou que des clients nous laissent tomber. Par exemple, dans l'industrie automobile où la surproduction est un risque financier considérable. Quand le niveau de production des véhicules dépasse la demande du client, on s'expose à avoir investi des sommes et des efforts considérables qui deviennent des pertes. Pour affiner la précision des données, il peut s'avérer pertinent d'identifier plusieurs types de stocks pour un même poste de travail. Pour chaque étape et catégorie, le nombre de pièces qui restent à traiter, le nombre de produits finis et la quantité de matières premières utilisées pourront être documentés. On veut essentiellement refléter les piles qui sont visibles sur les lieux de travail. Dans le cas où l'on a plusieurs types de produits dans un même processus, on voudra également indiquer de façon distincte les stocks d'encours pour chaque variation de produit. Évidemment, lorsque l'on affiche ces informations, le maintien d'une unité de mesure uniforme, si c'est possible, va grandement faciliter la lecture. Ces informations sont parfois nécessaires, mais pas systématiquement. Leur pertinence doit être évaluée selon le projet. Les stocks sont des ennemis classiques en Lean Six Sigma. Par contre, leur élimination n'est pas si facile. Le problème est que les stocks sont des moyens faciles de compenser pour tous nos autres problèmes de processus. Souvent, même dans des organisations très avancées, les stocks peuvent demeurer importants à cause des contraintes de l'environnement. Plusieurs catégories de stocks peuvent être identifiées. Les matières premières, les travaux en cours et les produits finis. Tout d'abord, les matières premières correspondent à la quantité de matériel non transformé au sein de la chaîne. Les travaux en cours, ou TEC, représentent la quantité de produits en cours de transformation au sein de la chaîne de valeur. Enfin, les produits finis englobent tous les items en attente pour être expédiés aux clients. Par exemple, dans la brûlerie, les grains de café et les tasses sont des matières premières. Le café en effusion serait les travaux en cours et l'expresso serait un produit fini. D'autres catégories de stock peuvent aussi être observées. La réserve tampon est une quantité de produits finis à la fin de la chaîne de valeur pour anticiper et compenser des demandes du client. Nos clients ne fonctionnent pas toujours en flux unitaire tiré. Si notre client nous passe une grosse commande et qu'on veut livrer rapidement, une réserve de produits finis à la fin de la chaîne de valeur sera nécessaire pour nous permettre de satisfaire sa commande. Ce genre de stratégie a surtout sa place dans des industries avec une forte saisonnalité, où l'on veut maintenir un rythme de production stable toute l'année pour employer notre main-d'œuvre et éviter d'investir dans de la surcapacité. Par exemple, un fabricant de skis peut vouloir produire des skis dès l'été pour avoir un inventaire disponible au mois de décembre, au moment où la première neige tombe, pour éviter de tomber en rupture de stock et perdre des ventes. En ligne, on veut toutefois minimiser ces stocks parce qu'ils sont susceptibles à la surproduction et à la désuétude. Une stratégie classique pour contourner ce problème est de diversifier notre production avec des produits selon la saison. Par exemple, faire des motoneiges la moitié de l'année et des motos marines l'autre moitié. Le deuxième type de stock planifié est les réserves de sécurité. La réserve tampon ne doit pas être confondue avec les réserves de sécurité. C'est une erreur très commune.
Les réserves de sécurité sont des quantités de produits en cours à toutes les étapes de la chaîne de valeur pour anticiper et compenser les variations comme les accidents et les délais de réapprovisionnement. Lorsque le flux de production n'est pas complètement stabilisé, ce qui est habituellement le cas dans la réalité. Que ce soit à cause des problèmes techniques chez un fournisseur, un problème momentané à un poste de travail ou de la variabilité à court terme dans les demandes des clients, plusieurs raisons peuvent venir perturber notre flux de production. Des stocks de sécurité permettront alors d'harmoniser le flux de travail pour éviter des passages à vide ou l'arrêt de toute la chaîne. Un autre type de stock que l'on peut rencontrer est le stock à expédier. C'est une quantité de produits finis à la fin de la chaîne de valeur et en attente d'expédition au client. En fin de processus, quand on remplit des camions, on peut rarement fonctionner en lot unitaire. Dans ce cas, les palettes forment un inventaire d'expédition. Dans la cartographie, c'est une information essentielle à refléter. Finalement, il y a tous les autres stocks. Ce sont les surplus provenant d'une mauvaise gestion de la chaîne de valeur. Ce sont des surplus des matières premières, tout ce qui n'entre pas dans les autres catégories. On veut les identifier car ce sont des cibles faciles pour la phase d'amélioration. En général, dans les organisations avec des processus peu matures, les niveaux de stock ne sont pas vraiment étudiés ou définis. Plus une organisation est mature, plus elle va connaître ses niveaux de stock et les gérer de façon consciente. Le calcul des inventaires peut À la brûlerie verte, il y a en moyenne 15 clients qui attendent en ligne pour recevoir. Le calcul des inventaires peut se faire de deux façons. Une première méthode de calcul consiste à réaliser des observations instantanées par échantillonnage. Cette méthode vise à présenter une image de la moyenne du processus. Pour cela, il faut choisir des moments au préalable, des moments sans pic d'activité, c'est-à-dire sans livraison récente. Il faut également éviter les débuts de journée, les reprises après une pause ou les retours après les congés. Une fois la période choisie, les stocks pourront être comptabilisés. Pour s'assurer de la représentativité de la réalité ou de la situation dite normale, la même mesure doit être effectuée sur plusieurs jours et à différents moments. Une autre méthode du calcul de l'inventaire consiste à suivre la vague pour déterminer les minimums et maximums. Pour cela, il faut tout d'abord repérer chaque vague de production. Dans un flux poussé, qui fonctionne en lot, on va suivre une nouvelle commande puis comptabiliser le nombre de travaux en cours à chaque étape de la production. Le maximum quand la vague arrive à un poste et la quantité minimum quand celle-ci est passée. Là encore, cette mesure doit être réitérée sur plusieurs jours et à différents moments. Quelle que soit la méthode choisie, il est important de documenter et de conserver une trace par jour et heure de la méthode de calcul. Cette traçabilité permettra de bâtir la cartographie du processus futur avec la même méthode de calcul. Elle sera également utile pour clore le projet.